Bonjour à toutes et à tous. Très bonne année d'abord, bien sûr, aux membres du réseau et bien entendu à tous ceux qui nous sont fidèles et les nouveaux que nous sommes heureux d'accueillir. Nous sommes toujours sur notre cycle adaptation et aujourd'hui, nous allons davantage parler des questions de finances avec deux éminents spécialistes que sont Stéphane Voisin et Laurent Bazin. Pour ma part, je ferai une petite présentation axée sur disons, la philosophie générale du sujet, parce que je n'ai pas leurs compétences financières, n'est-ce pas, et des questions sur la manière dont on peut effectivement, lorsqu'on est organisme financier, assurance, mais aussi entreprise, tout simplement, se poser la question de sa propre durabilité. Et une manière de se poser la question de sa propre durabilité, c'est de poser la question de la durabilité des investissements que l'on va faire. Margot, si vous pouvez faire passer les slides, s'il vous plaît. Alors, très rapidement, rappeler, et j'ai un peu honte de le faire devant Stéphane Voisin, qui a été pendant 2 ou 3 ans membre de la plateforme pour la finance durable au niveau européen. Mais enfin, rappeler les textes principaux sur lesquels on se fonde. Bon, le Green Deal, complété par la loi sur le climat du 30 juin 2021, qui introduit définitivement un objectif de neutralité carbone et un objectif intermédiaire de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 par rapport à 1990. Je veux juste souligner l'importance de cet objectif qui est colossal, absolument colossal, parce que ça veut dire qu'en 7 ans, nous, en particulier en France, où nous avons pris beaucoup de retard, puisque les objectifs carbone que nous nous sommes fixés ont été revus à la baisse, ce qui veut dire que pour la période ultérieure, forcément, ils seront revus à la hausse. Nous avons en fait un effort à faire qui représente 4 ou 5 fois ce que nous avons fait jusqu'à présent, que c'est bien entendu pas l'État tout seul qui va le faire, ce sont tous les acteurs, les collectivités locales, les entreprises, bien sûr, et puis nous tous. Deuxièmement, le paquet Fit for 55 du 14 mai 2021 qui prévoit l'élaboration ou la modification de 12 directives. Et le premier acte délégué qui concerne le climat qui a été publié le 9 décembre 2021. Ces textes s'accompagnent d'un certain nombre de textes sur l'information financière que vous avez à l'écran et dont je pense peut-être les uns ou les autres vous allez reparler. Alors, je vais donc moi me focaliser sur la question de la taxonomie et laisser les questions SFRD, CSRD à Laurent et Stéphane pour voir qu'est-ce que c'est qu'un investissement durable. Un investissement durable, c'est un investissement qui répond à 3 critères. Premier critère, appartenir à un des 6 objectifs environnementaux qui s'affichent à l'écran. Atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines, transition vers une économie circulaire, prévention et contrôle de la pollution, protection et restauration de la biodiversité des écosystèmes, avec un petit coup de projo sur ce dernier point, protection et restauration de la biodiversité, qui désormais entre dans les objectifs de reporting des entreprises et du monde de la finance et de l'assurance. Donc, il faut appartenir à un de ces 6 secteurs. Alors, sans entrer dans le cadre des différents secteurs, en fait, c'est excessivement large. Pour le moment, il y a le seul acte délégué qui est sorti, celui qui concerne les affaires climatiques, lutte contre le dérèglement, adaptation. L'acte délégué concernant les 4 autres catégories devrait sortir incessamment sous peu. Peut-être que Stéphane pourra nous donner des indications à cet égard. Mais quand on voit par exemple le règlement adaptation, on se rend compte que sont visées toutes les activités économiques du monde de la communication et de la culture.
Pourquoi? Tout simplement parce que, et ça me paraît très judicieux, on considère que on ne pourra pas faire ce changement structurel avec le même imaginaire que celui que nous avions. Et donc, toutes les activités économiques qui contribuent à la transformation de notre imaginaire sont des activités qui s'inscrivent dans la durabilité. Deuxième critère, le principe do no significant harm, c'est-à-dire ne pas porter atteinte de manière sérieuse aux autres objectifs. Donc, par exemple, vous êtes bon pour la lutte contre le dérèglement climatique, mais catastrophique pour la biodiversité, vous n'êtes pas durable. Voilà. Et ce principe, ne pas causer un préjudice important, est un principe qui tente à faire des petits, si je puis dire, c'est-à-dire qui se retrouve de plus en plus dans le droit communautaire. Et puis, le troisième principe, c'est de respecter les règles, les garanties minimales. C'est quoi ces garanties minimales? C'est les droits de l'homme, c'est la lutte contre la corruption, c'est une fiscalité correcte et une concurrence loyale. L'activité doit s'aligner sur les principes directeurs de l'OCDE, les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Voilà ce qu'il faut pour entrer dans la catégorie des investissements durables. Alors, je compléterai simplement ce que je viens de dire avec effectivement le signalement de deux catégories qui ne sont pas durables en tant que telles, mais qui peuvent entrer dans les financements de la taxinomie, les activités de transition, avec tout le débat qu'il y a eu bien entendu sur le gaz et le nucléaire, sur lequel je ne m'étendrai pas, et les activités habilitantes, qui sont des activités manufacturières qui, en tant que telles, ne sont pas vertes, mais dont les produits sont nécessaires au développement d'activités qui sont durables. Alors, je terminerai avec deux, trois mots sur la RSE et l'ESG, dont Laurent, je pense, parlera de manière beaucoup plus large. Le sujet, en réalité, pour une entreprise aujourd'hui, c'est non seulement de s'adapter, mais en fait, et je renvoie à la manifestation que TRIS a organisée il y a 2 jours autour de l'adaptation, où s'est exprimée Magali Regueza, qui était extrêmement claire et précise sur ce sujet. Le sujet, c'est en réalité d'anticiper. Adapter ne suffit pas, tout simplement parce que quand vous adaptez, vous courez derrière le train. Quand vous vous transformez, vous anticipez sur le train. Par conséquent, c'est bien de l'anticipation qu'il s'agit, avec toujours présent à l'esprit comment est-ce que mon entreprise peut être pérenne, peut être viable dans un monde à transformation extrêmement rapide des questions climatiques, avec le fait que des installations, des infrastructures qui paraissaient poser aucun problème deviennent problématiques. Exemple typique, l'énergie. Mais autre exemple, comment on fait travailler des gens à 50 degrés? Comment est-ce qu'on fait résister des réseaux informatiques à 50 degrés? Bon, ces sujets-là, il faut qu'on se les pose tout simplement parce que nous, en France, on va avoir une augmentation de notre température qui est déjà de l'ordre presque de 2 degrés et qui devrait atteindre 4 degrés d'ici 2035-2040. C'est-à-dire que l'été que nous avons eu l'année dernière, pour Magali Regueza, ce sera un été normal dans une dizaine d'années. Ce qui repose complètement les questions des conditions de travail, des conditions d'organisation et bien entendu des conditions de production. Ceci explique le fait que la RSE et l'ESG, qui ont été quand même pendant de très longues années des outils utilisés largement pour faire de la communication, et qui donc, à ce titre, relevaient de la direction communication, relèvent aujourd'hui de la stratégie même de l'entreprise, c'est-à-dire du COMEX. C'est un premier point auquel s'ajoute le fait qu'il ne s'agit plus seulement de faire moins mal ou de faire un peu mieux que son voisin, il s'agit d'essayer de faire bien
dans l'anticipation dont je viens de parler. Laquelle anticipation implique un équilibre entre temps court de l'EBITDA et le temps long des transformations. Et c'est cet équilibre qui garantit la pérennité de l'entreprise à la fois très court terme, parce qu'on est dans un monde de compétitivité, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à court terme, mais à moyen et long terme, parce que si ce moyen et long terme n'est pas pris en compte, c'est l'entreprise qui est tout simplement en péril et qui ne survivra pas. Voilà, donc je voulais souligner ce point qui me paraît quand même extrêmement important pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, c'est pas seulement ne pas s'exposer à une insécurité juridique parce qu'effectivement les mécanismes se mettent en place pour contrôler de manière de plus en plus rigoureuse le reporting extra-financier, Laurent nous en parlera, et la formulation des investissements durables. Il ne s'agit pas seulement de répondre à des considérations juridiques, mais il faut aller, à mon sens, tout à fait au-delà, c'est-à-dire vraiment se projeter dans la grande transformation dans laquelle nous sommes entrés. Voilà, j'ai tenu à peu près mon temps et donc je passe, je crois, la parole à Stéphane. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez d'une part? Et d'autre part, Margot, comment je fais pour prendre la main sur les slides? Je viens de vous donner la main, normalement. Donc, il suffit de cliquer sur le petit écran au niveau des icônes. Est-ce que vous pouvez me donner, parce que je suis connecté 2 fois, est-ce que c'est possible de donner la main sur l'autre Alors, connexion? je vais donner la main sur l'autre. Voilà. Merci beaucoup. Et là, qu'est-ce que je fais ensuite? Là, on voit votre écran, mais pas votre présentation. Bon, on va arranger ça. Voilà, parfait. Merci. Attendez, hop. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Merci Corinne pour cette introduction qui pose bien les fondamentaux. Moi, je vais essayer de parler plutôt de finance d'adaptation ou d'adaptation finance, comme on dit en anglais, qui est un concept un petit peu encore émergent, mais qui à mon avis, est intéressant dans ce concept-là. Juste un mot pour dire que d'où je parle. Je suis directeur des programmes de recherche finance durable à l'Institut Louis Bachelier et par ailleurs au comité finance durable de l'AMF et au comité scientifique de l'Observatoire de la finance durable. Et comme le disait Corinne, j'ai effectivement passé 2 dernières années sur la plateforme Sustainable Finance de la Commission européenne sur le design de cette fameuse taxonomie. Voilà, entre autres. Alors, je vais aller directement sur le sujet. En pratique, quand on parle de finance d'adaptation, il ne faut pas oublier que cette finance durable, en fait, ça s'appuie sur un double pilier. Je crois que M. Bazin va parler ensuite de la double matérialité. En fait, ça rejoint directement ce concept. La finance qui est durable, c'est celle qui à la fois organise sa propre résilience face aux enjeux environnementaux et sociaux. Donc, c'est vraiment un sujet de maîtrise du risque. Et ça vaut à la fois pour les fonds d'investissement, mais aussi au niveau des organes de supervision, régulation prudentielle, etc., qui organisent en fait la stabilité financière. Et c'est bien pour ça qu'on a des stress tests climatiques. C'est justement pour alimenter cette résilience des marchés financiers. Et là, on va voir, c'est là où intervient principalement les notions d'adaptation. Et l'autre pilier de cette finance durable, l'autre, on va dire, axe de double matérialité, c'est la matérialité sociale et environnementale et donc l'impact positif que peut produire la finance sur l'économie réelle. Donc c'est très important. On voit pas tes slides, ils défilent pas.
Alors, ça définit, je n'ai pas de, enfin, j'ai qu'une seule slide en fait, Ah bon, d'accord, ok. c'est normal, pardon. Très bien. Voilà. Très bien, excuse-moi. Alors, juste un mot aussi pour rappeler un deuxième élément de contexte, rappeler que l'adaptation est vraiment l'enjeu cœur en ce moment des négociations climatiques, puisque on a tendance à penser que les négociations climatiques sont très orientées sur l'atténuation. On va dire qu'avec l'accord de Paris, une grande partie de la messe a été dite. Et sur le côté atténuation, bien sûr, il faut améliorer les trajectoires. Mais en ce moment, l'essentiel des négociations se font sur la réalité du changement climatique et la demande, notamment des pays les plus vulnérables, d'avoir une compensation financière pour, en gros, les premières conséquences du changement climatique qu'elles subissent. D'ailleurs, c'était un élément clé de la négociation de l'accord de Paris, c'était on signe votre accord uniquement si vous nous garantissez ces fameux 100 milliards de financement pour nous adapter et pour essayer de compenser l'aspect de vulnérabilité. Alors, c'est rajouté à ça, vous l'avez vu lors de la dernière COP, tout un pan sur la compensation des préjudices directs du changement climatique qui vient en plus du fonds des montants de 100 milliards qui étaient prévus initialement avec la création d'un nouveau mécanisme de compensation des préjudices. Mais on est vraiment dans alors pour le coup, c'est pas beaucoup d'anticipation malheureusement, c'est vraiment d'essayer de compenser des préjudices qui sont déjà subis par ces pays et qui vont aller en augmentant au cours des prochaines années. Et c'est vraiment un élément clé des négociations. Il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Et c'est même aussi un élément clé on va dire, du deal des 1,5 degrés. Un certain nombre de pays essayant de proposer, on va dire, les coulisses des négociations, de revenir sur l'objectif extrêmement ambitieux de 1,5, de façon à avoir un objectif un petit peu moins ambitieux, par exemple 2 degrés, qui reste toujours dans le périmètre, dans les objectifs de l'accord de Paris, mais qui permet d'avoir des trajectoires net zéro un petit peu moins radicales et au monde, on va dire, occidental, de s'adapter de façon un peu plus un rythme un peu moins soutenu et donc d'être moins en rupture dans les modèles d'affaires de ces entreprises. Contre, voilà, c'est 1,5 qui avait été demandé par les pays les plus vulnérables pour limiter les conséquences du changement climatique. Et on leur dit, bon, en gros, on est prêt à vous compenser les préjudices que vous allez subir si vous êtes prêt de votre côté à renoncer à cet objectif trop ambitieux de 1,5. Il faut l'avoir à l'esprit. Alors évidemment, dans ce dispositif-là, les assureurs ont un rôle clé. On dit souvent, bon, ben, les pouvoirs publics ont un rôle clé sur le signal prix carbone, hein, c'est-à-dire la mise en œuvre d'une tarification du carbone qui soit susceptible de vraiment influencer le comportement des industriels et des consommateurs. On sait aujourd'hui que ce signal prix est trop faible et qu'il y a un certain nombre de tensions sanctions sociales qui empêchent aux politiques, donc, que ce soit en France ou dans tous les pays, de mettre en œuvre un signal prix qui soit carbone qui soit digne de ce nom. Du côté de l'adaptation, le signal prix est clairement chez les assureurs et pas trop chez les pouvoirs politiques. Alors, il pourra avoir de la réglementation sur l'interdiction d'assurer, par exemple, des zones inondables ou des zones vulnérables. On n'en est pas encore là. Aujourd'hui, ce rôle est tenu par les assureurs. En pratique, ils l'assument assez mal, puisqu'on voit bien que dans les zones même les plus vulnérables, on assiste toujours à une compétition entre les assureurs et que finalement les primes d'assurance ne montent guère, ce qui paraît contre-intuitif, mais c'est vraiment le cas. Ça marche relativement mal, mais en tout cas, il ne faut pas oublier que dans le système financier, ce sont les assureurs qui ont la main sur ce sujet-là. Du côté des financiers hors assurance, on peut dire que le focus aujourd'hui est largement plus sur la finance d'atténuation que sur la finance d'adaptation. Quand on parle net zéro, on parle surtout adaptation. Et l'ensemble des fonds d'investissement, alors c'est pas une mauvaise chose, parce qu'il faut quand même financer l'atténuation. On connaît à peu près les besoins de financement de l'atténuation qui sont
selon les hypothèses, entre 6 000 milliards et nous dit maintenant le NGFS, le réseau des banques centrales, 9 000 milliards d'euros, de dollars, pardon, par an, enfin c'est pas la même chose aujourd'hui, par an, alors qu'aujourd'hui, les financements réels pour l'atténuation sont de l'ordre de 1 500 milliards d'euros. Donc le gap de financement est de plusieurs trillions de dollars par an. Voilà où on en est, et c'est pourquoi notamment le Green Deal, la taxonomie, etc., ont cette vertu de pouvoir flécher les financements vers les projets les plus verts et ceux qui pourront contribuer justement à combler cet écart entre les flux de financement actuels et les flux de financement nécessaires à atteindre vraiment la décarbonation. Il commençait à avoir un vrai effet sur la pente de décarbonation, puisque c'est toujours pas le cas. On est toujours dans un contexte de hausse des émissions de carbone dans le monde, comme vous le savez. Par ailleurs, il y a pas, c'est pas anecdotique, il y a beaucoup de fonds d'atténuation chez les financiers, des fonds de financement de la transition écologique, des financements de la transition bas carbone, des fonds orientés sur les renouvelables, le financement des énergies vertes, etc. Il n'y a pas réellement de fonds d'adaptation aujourd'hui, on verra, sauf dans une catégorie quand même très très niche et très spécifique, qui sont les fonds d'impact. Alors, idem pour les entreprises, le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que dans la RSE des entreprises, si on lit la plupart des documents de développement durable, il y a très peu de sujets sur l'adaptation des entreprises. Et ce programme de transformation dont parlait Corinne, finalement, on le voit très peu explicité dans les rapports de développement durable. Et dans, on va dire, le pilotage de la stratégie de développement durable des entreprises, qui en général s'assoit sur ce qu'on appelle la matrice de matérialité, qui permet de définir les enjeux prioritaires de chaque entreprise en fonction des attentes de ses parties prenantes. On voit que malheureusement, il y a, j'ai fait le tour de beaucoup de matrices de matérialité, il y a très peu d'enjeux d'adaptation qui sont mis en avant. Alors aujourd'hui, l'adaptation en finance, elle s'invite principalement à travers les enjeux de résilience, c'est-à-dire la prise en compte du risque des conséquences du changement climatique dans les modèles financiers. Et elle s'invite aussi de plus en plus, mais ça reste quand même un domaine émergent, à travers les enjeux de biodiversité. Voilà. Par exemple, le réseau des banques centrales dont je parlais tout à l'heure, c'est principalement aujourd'hui intéressé au stress test climat et au risque climatique, mais a débuté des travaux très importants sur le risque lié à la biodiversité, puisque dans les enjeux environnementaux, dans les enjeux ESG, on dit communiquement qu'il y a deux risques systémiques, donc susceptibles d'entraîner vraiment un désordre et une déstabilisation du système, que sont le climat et la biodiversité. Donc c'est légitimement qui s'en occupe. Et on voit bien que dans la biodiversité, on trouve énormément d'enjeux qui sont liés à l'adaptation et notamment évidemment à la perte de biodiversité. Alors, on a deux frameworks qui ont été mis en place pour mesurer ces risques d'adaptation, c'est les risques qu'on appelle physiques dans le framework de la TCFD. Hein. Il y a deux grands types de risques, les risques de transition et les risques physiques. Alors c'est intéressant parce que l'article 29 au niveau français, hein, qui supervise, hein, qui régule le reporting des institutions financières, a réintégré un troisième type de risque qui n'existait pas, qui existait au départ de la TCFD, mais qui a un petit peu été mis sous le tapis, qui est le risque juridique. Voilà, je pense que c'est une extrêmement bonne initiative de la France en la matière, de demander aux entreprises d'expliciter, aux entreprises financières d'expliciter le risque juridique auquel ils sont liés. Mais essentiellement, les enjeux d'adaptation sont plutôt vus à travers le prisme des risques physiques, c'est-à-dire dites-nous au niveau d'une entreprise donnée quels sont les risques en termes de matérialité financière auxquels est exposé votre modèle économique, auxquels sont exposés vos sites, mais aussi potentiellement toute votre chaîne de valeur et notamment la chaîne fournisseur.
Alors, sur la TNFD, c'est-à-dire que le même framework, mais qui est dédié à la biodiversité, on voit que les sujets d'adaptation sont essentiellement liés à ce qu'on appelle l'analyse des dépendances. Les dépendances, c'est en fait c'est une catégorie finalement de risques physiques qui consiste à essayer d'analyser comment un modèle d'entreprise est dépendant soit de ressources naturelles, soit de la perte évidemment de ces ressources naturelles, et comment évidemment les enjeux les conséquences du changement climatique nécessitent à la fois de mesurer cette perte au potentiel et évidemment de s'y adapter. Alors, la taxonomie, de ce point de vue, pour moi, elle est extrêmement intéressante parce que finalement, c'est le premier framework qui n'est pas basé sur une analyse de risque. Attention, l'adaptation est un risque, mais qui est basé sur, comme le disait Corinne, plutôt sur une volonté d'anticipation et une approche plus positive de dire, voilà, il y a des secteurs sur l'adaptation qu'il faut financer. Alors ça concerne tous les secteurs d'activité potentiellement, puisque tous les codes NAS sont potentiellement éligibles. Alors en réalité, justement, c'était le travail de la plateforme, c'est de rendre éligible un certain nombre d'activités au sein de l'ensemble des groupes d'activités, mais potentiellement, avec l'évolution de la taxonomie, il n'y a pas d'exclusion en tant que telle. Alors, il y a des exclusions par défaut sur les secteurs carbone intensifs, mais même dans le secteur de production d'utilities, qui est un secteur intensif, il y a bien des activités vertes sous les 100 grammes de, sous les 100 grammes de CO2 de production de kilowattheure qui sont considérées comme vertes. Donc, ce qui est intéressant sur la partie non pas atténuation, mais sur adaptation, c'est que ça a permis de flécher de façon positive des activités qu'on pouvait financer pour se préparer justement à l'adaptation. Et ça, c'est vraiment une grande nouveauté de la taxonomie, c'est de ne plus voir l'adaptation comme une approche de risque, d'analyse de risque, mais de le voir comme quelque chose de positif et la possibilité de produire un impact positif. Les autres réglementations sur la finance durable sont extrêmement peu disantes en dehors de la taxonomie sur l'adaptation. C'est assez incroyable d'ailleurs, c'est qu'on ne retrouve pas du tout cette convergence qu'on a sur un certain nombre, les 6 objectifs environnementaux qu'a mentionné tout à l'heure Corinne. On les retrouve souvent dans la norme, enfin, que ce soit dans SFDR et dans MIFID. On les retrouve pas du tout en ce qui concerne l'adaptation. C'est-à-dire, par exemple, dans les Principal Adverse Impact, dans les 14 indicateurs obligatoires sur lesquels doivent communiquer et reporter les institutions financières, il n'y a aucun critère sur l'adaptation. Voilà, il y a un critère sur la biodiversité, on peut peut-être retrouver les choses là, mais l'adaptation n'est pas explicitée comme un risque et comme un Principal Inverse Impact, ce qui paraît franchement, une erreur. Alors, on est passé, vous savez, il y a eu un rouleau compresseur sur les PAI. Il y en avait 80 au départ, presque 80. C'est descendu à 60, puis finalement, il n'y en a plus que 14. Donc, on verra comment ça se passe. Alors, il y a toujours la possibilité, il y en a 2 qui sont optionnels. Donc, n'importe quelle institution peut rajouter un critère sur l'adaptation. Dans les faits, ils ne le font pas. Et l'adaptation aussi est très peu présente dans les méthodologies de finance durable. C'est-à-dire que dans les politiques d'exclusion, notamment, on voit très très rarement des sujets d'adaptation. C'est vraiment extrêmement rare. Dans l'engagement actionnarial, j'ai regardé au cours des 5 dernières années, je n'ai vu aucun. Alors, il y a beaucoup d'engagements sur des politiques sur le charbon, etc. Mais vous l'avez vu, il y a des engagements sur des enjeux sociaux, d'équité de genre, etc. Il n'y a absolument aucun engagement sur des sujets d'adaptation. Dans les critères, c'est-à-dire dans la construction même des scores des agences de notation ESG, là aussi, on voit qu'il y a, sauf quelques secteurs, extrêmement peu de critères sur l'adaptation. Voilà, donc en fait, c'est pratiquement dilué. Alors, et même quand il y a des critères, ce sont des critères de vulnérabilité, donc contraire des risques physiques, toujours dans une approche de risque, pas vraiment dans une approche de performance de RSE. Donc en fait, la notation oublie, en tout cas, il y a un angle mort sur l'adaptation. Dans la construction des notes ESG, ça paraît assez clair.
et très faible prise en compte aussi des engagements, enfin des sujets d'adaptation dans les engagements d'alignement. Alors que c'est contre-intuitif, hein, si vous voulez être aligné sur le 1.5, enfin, si on veut être aligné sur les accords de Paris, dans les accords de Paris, il y a bien un volet adaptation. Donc, lorsqu'on a une stratégie d'alignement à l'accord de Paris, qu'on soit une institution financière, qu'on soit une entreprise, on se doit, en théorie, de prendre en compte des enjeux d'adaptation. Dans les faits, dans le reporting des entreprises et des institutions financières, dans le reporting net zéro, on voit que ce n'est pas le cas aujourd'hui. En revanche, et ça je vais finir quand même par une bonne nouvelle, dans les fonds d'impact, alors les fonds d'impact c'est vraiment une niche dans la niche, hein, ça représente aujourd'hui quelques centaines de milliards de dollars d'investissement par rapport aux milliers de dollars de la finance durable. Très clairement, les fonds d'impact sont très orientés sur des sujets d'adaptation et c'est vraiment là qu'est né d'ailleurs ce qu'on appelle l'adaptation finance. Alors il y a beaucoup d'enjeux sociaux évidemment pour éviter notamment essayer de promouvoir des services qui évitent on va dire le transfert des populations, l'immigration des populations, la migration des populations. Il y a dans les océans, par exemple, il y a quelques fonds océans qui vraiment travaillent sur l'adaptation, par exemple, sur la protection des coraux. Il y a pas mal d'exemples. Dans l'agriculture et dans les terres, sur l'usage des terres aussi, il y a des fonds d'adaptation. Un qui est assez emblématique, qui s'appelle le Land Degradation Neutrality Fund, qui avait été promu par Monique Barbu pour la COP désertification des sols, et qui consiste à essayer d'éviter justement d'anticiper sur la perte de terres arables qui est je crois, de plus de 12 millions d'hectares par an, et d'essayer justement d'arriver à une neutralité de cette perte-là, et donc qui est typiquement un sujet d'adaptation qui est porté par le fonds Mirova, avec un certain succès, mais bon, très loin quand même des objectifs initiaux. Mais c'est la bonne nouvelle, c'est que les fonds d'impact, pour le coup, sont plutôt orientés sur l'adaptation. En conclusion, et simplement, l'adaptation, c'est quand même un très gros business, parce que s'adapter, effectivement, ça va coûter beaucoup d'argent. Ça peut profiter à ceux qui ne sont pas forcément les meilleurs secteurs sur l'atténuation. C'est là où il y a un arbitrage assez important à faire. Il y a des financiers assez cyniques qui disent, bon, bah, écoutez, on a raté l'épisode de l'atténuation, finalement, attendons l'adaptation, ça va rapporter beaucoup d'argent. Bon, les cimentiers, par exemple, vont potentiellement gagner énormément d'argent sur l'adaptation, parce qu'il va falloir construire des digues, renforcer les infrastructures, etc. Et dans les infras en général, il y a énormément de projets à faire pour l'adaptation, et ça peut être aussi un flux de business nouveau. Donc il faut éviter cet arbitrage, et c'est pour ça que c'est plutôt une bonne nouvelle que la finance soit plutôt largement focus sur l'atténuation, puisqu'on est encore dans un momentum, même politique, il faut quand même favoriser les politiques d'atténuation avant de se féliciter du business qu'on peut faire sur l'adaptation. Et j'en finirai là. Merci beaucoup, Sylvain. Laurent, c'est à toi. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais prendre mon écran. Là, ça devrait normalement apparaître. Margot, vous me confirmez, vous l'avez bien à l'écran? Oui, je l'ai, oui. Voilà. Donc moi, je voulais effectivement, d'abord peut-être d'où je parle aussi. Donc Laurent Bazin, moi je suis dirigeant de plusieurs structures, à la fois d'expertise comptable et d'audit. Notre particularité, c'est que nous sommes déclarés entreprise à mission maintenant depuis 2021, et nous sommes organisme tiers indépendant. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, puisque l'objectif de mon propos, c'est de traiter à la fois les conséquences de ce qu'on vient de dire ici par Corinne et Stéphane sur l'aspect obligatoire et réglementaire, et puis pour les entreprises, et l'incidence que ça peut avoir sur le modèle d'affaires. On a parlé effectivement de réglementation, on a parlé d'anticipation. Et bien, je vais essayer d'en faire un check au niveau des entreprises et des conséquences pour les entreprises.
Peut-être un petit rappel très rapide, mais ça vient d'être dit, hein, sur effectivement toute cette réglementation, hein, qui n'a fait que s'alimenter au cours du temps, puisque de la loi NRE en 2001 où commencent à apparaître les obligations en matière de reporting extra-financier, avec des vérifications qui étaient volontaires à l'époque, et bien suite aux lois Grenelle et surtout à la NFRD en 2014, eh bien cette DPEF est devenue a pris un caractère obligatoire pour un certain nombre d'entreprises, dont effectivement on va considérer les grandes entreprises, au-delà de 500 d'effectifs de 500 personnes, mais avec surtout l'obligation d'un avis motivé à la fois par les commissaires aux comptes ou les organismes tiers indépendants, justement, et surtout le rappel de 4 thématiques, mais dont Corinne Lepage en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois le caractère social et sociétal, l'environnement et la biodiversité, on en a déjà parlé, et puis le respect des droits de l'homme et la lutte contre la corruption, qui sont vraiment des éléments forts de ces déclarations extra-financières. Et puis enfin, Ah, Monsieur, on vous entend plus. je ne sais pas si vous m'entendez. non, tu n'as pas entendu pendant un petit moment, mais là, on t'entend de nouveau. Pardon, donc la CSRD qui a effectivement des conséquences en matière de rapport de durabilité, et puis avec un périmètre beaucoup plus étendu, et ça, on va effectivement pouvoir le voir dans les minutes qui viennent. Aussi, peut-être sur ces enjeux, donc effectivement sur cette réglementation liée à du 21 avril 2021 hein, sur la CSRD, avec les principaux changements surtout qui viennent apparaître, à la fois un périmètre d'application qui est beaucoup plus important. On parle ici d'effectifs de 250 salariés, et donc évidemment on touche un périmètre plus large. L'application obligatoire de normes européennes sur le reporting durable, et vous en avez déjà parlé, et j'insisterai tout à l'heure un peu dessus. Et puis le format aussi, le format et la communication qui vont être beaucoup plus étendus, à la fois sur un format qui va s'imposer à tous, et puis une obligation de rapport et qui va être uniformisée sur l'ensemble des pays européens. Si on va un peu plus loin dans cette démarche-là, on l'a dit, hein, on va surtout évoquer des notions de risque. On n'est pas que sur des indicateurs. On a souvent cette tendance à dire mon rapport extra-financier, il est basé sur des indicateurs, soit des indicateurs de moyens, soit des indicateurs d'impact. Eh bien, pas seulement, on est aussi sur la description de risques, à la fois sur les questions de durabilité dont on a parlé, sur l'environnement, sur le climat et la biodiversité, et puis sur les objectifs que l'on met en place, à la fois en matière d'atténuation ou d'adaptation. Et c'est ça qui est effectivement assez novateur, puisque l'objectif là est vraiment d'aller plus loin encore dans les démarches d'explication sur l'ensemble des éléments qui constituent le rapport extra-financier. Autre élément, on a, Stéphane Voisin en parlait tout à l'heure, c'est ce principe de la double matérialité. Je ne vais pas m'étendre puisqu'il a été évoqué, mais c'est vraiment de bien comprendre qu'à la fois ce qui est un impact aujourd'hui, c'est les conséquences de l'environnement sur les entreprises, et c'est ce risque financier qui pèse sur les entreprises lié à l'environnement dans lequel elles s'opèrent aujourd'hui. Et à l'inverse, quels sont bien, les impacts des entreprises sur l'environnement. Et c'est vraiment ces deux notions-là qui sont importantes, qui doivent être explicitées, matérialisées dans les rapports qui nous sont demandés aujourd'hui, et sur lesquels, effectivement, on a un devoir de vigilance assez important, et qui doit être construit hein, pour effectivement être le plus explicite possible. Sur ce périmètre dont je parlais tout à l'heure qui est élargi, hein, donc pour les grandes entreprises, hein, l'obligation arrive très vite. Donc évidemment, il y a une volonté, si je peux parler d'adaptation, mais en tout cas effectivement de prendre en main ces données-là hein, pour les entreprises. Donc on l'a dit sur les finances et les aspects assurantiels, c'est 1er janvier 2024 et pour les autres 1er janvier 2025 avec des critères qui sont donc élargis. Hein, On t'entend plus. Laurent.
chiffre d'affaires de 40 millions d'euros, qui dépasse On 40 t'a millions d'euros, une perdu base bilan pendant de à 20 peu millions près d'euros, mais 30 surtout secondes. une base salariale au-delà de 5 côté avec de façon volontaire, qui ont effectivement même si et bien effectivement de commencer à travailler sur ces questions-là et sur ce reporting extra-financier, parce que au-delà simplement de l'annonce, de la présentation de ces risques et de ces indicateurs, de ces métriques, il y a vraiment un enjeu stratégique et on en a parlé tout à l'heure avec Corinne Lepage. Et donc sur cet enjeu plus global hein, de stratégie, je voulais m'arrêter un petit peu là-dessus parce que on s'aperçoit que même pour les, alors j'ai mis PE, mais c'est en fait petites entreprises et petites et moyennes entreprises, eh bien on a vraiment un enjeu très fort sur le business model ou sur le modèle d'affaires, à la fois donc cette prise en considération sur le long terme des engagements qui sont des engagements ESG, la performance aussi des entreprises. On l'a dit, c'est un effet de levier important, qu'on parle effectivement là d'adaptation ou d'atténuation. On sent bien qu'effectivement, il y a à la fois des enjeux financiers lourds, il y a des enjeux d'image, il y a des enjeux de marque employeur, il y a des enjeux économiques qui sont évidemment significatifs. Ces investissements aussi, les investissements qui sont en considération, là aussi, qu'on soit dans l'adaptation ou l'atténuation, on a des enjeux d'investissement très lourds et donc cette prise en compte doit être faite au niveau de l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. Et enfin, la RSE, plus globalement la durabilité, maintenant le terme consacré est plutôt la durabilité, eh bien c'est vraiment la prise en compte de l'ensemble des performances de l'entreprise, hein, ce qu'on appelle la performance globale, qu'elle soit sociale, sociétale, environnementale ou économique, dans la stratégie et dans l'évolution de l'entreprise pour toutes les raisons, tous les risques que l'on vient d'évoquer. Pour expliciter encore un peu plus peut-être les enjeux, 5 enjeux sont ici définis. Un enjeu de gouvernance. La gouvernance, c'est non pas le gouvernement d'entreprise, mais c'est l'ensemble du fonctionnement même de l'entreprise, à la fois en interne, mais aussi vis-à-vis des partenaires et de ses parties prenantes. Une véritable notion de stratégie. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que on voit bien que au-delà des obligations réglementaires, on a effectivement une importance des stratégies économiques et stratégies d'investissement forts par rapport aux risques futurs qui sont identifiés. Donc cette prise en compte des risques à la fois physiques et de transition, hein, Stéphane Voisin en parlait tout à l'heure, l'appréciation de l'évolution législative dans les pays où l'entreprise intervient, où l'entreprise est située. Les investisseurs, on voit qu'effectivement, de par ces mesures et de par l'impact prochain, hein, 2024, c'est demain, eh bien des impacts en matière d'ESG sur les choix financiers, on voit bien que les entreprises n'auront plus le choix, entre guillemets, de ne pas être ou ne pas rentrer dans les critères qui lui sont imposés et qui ne sont plus des critères uniquement financiers, mais des critères extra-financiers. Et enfin, cette considération liée au reporting, c'est-à-dire à la communication qui doit être faite. Là aussi, on voit que le champ est beaucoup plus large. Les simples comptes annuels qui nous faisaient, qui étaient notre fer de lance jusqu'à présent, hein, le compte du résultat, le bilan et son annexe, eh bien, vont être étendus évidemment par ces reportings extra-financiers avec l'ensemble des données qui étaient déjà dans la DPEF, mais qui ont été renforcées au niveau de la CSRD dont je parlais tout à l'heure. Je fais une petite aparté sur la loi Pacte et les sociétés à mission qui elles-mêmes intègrent déjà dans leur déclaration d'entreprise à mission, mais surtout dans leur stratégie, eh bien ces fondements liés à ce que je viens de dire là, des 5 axes qui sont définis préalablement et de façon durable. Pour vous donner un ordre d'idée, quand même, les entreprises à mission aujourd'hui, c'est un peu plus de 700 entreprises, hein, on va dire 800 entreprises à date, et ça représente environ 600 000 salariés. Donc, c'est plus qu'un simple effet de communication, mais c'est bien un effet de fond avec cette prise en compte de cette loi Pacte qui vient inscrire durablement dans les entreprises et donc dans la stratégie, dans la gouvernance et dans la structuration même juridique de l'entreprise, et bien cette volonté d'inscrire cette mission ou la mission dans laquelle elle s'inscrit. Donc, ce schéma devant vous, là, pour vous rappeler qu'on est sur 3 étapes. Hein. La première, c'est la loi consacrée, donc la RSE, comme un pilier de l'entreprise, hein, dans son 1833 du Code civil. Mais pour les entreprises qui veulent aller au-delà de ça, eh bien, leur permettre de définir à la fois une raison d'être,
et ça c'est l'article 1835 du Code civil, et enfin de définir une mission, et cette mission elle est statutaire, inscrite dans les statuts, et elle implique, entre guillemets, un certain nombre de choses, quatre éléments importants, quatre fondamentaux significatifs, que sont à la fois une définition de la mission, ça c'est une chose qui évidemment est issue de la raison d'être de l'entreprise, mais surtout de la volonté de s'inscrire durablement dans une stratégie RSE, une stratégie durable, la mise en place d'engagements qui viennent compléter la mission qui a été donnée, une gouvernance adaptée, et cette loi a permis de mettre en place ce qu'on appelle le comité de mission, hein, qui est vraiment l'organe nouveau, hein, l'organe assez novateur qui vient juger à la fois du respect de la mission, mais surtout de l'orientation de cette mission et des engagements qui ont été pris. Et enfin, l'évaluation par un organisme tiers indépendant. Et là, on voit aussi que même sur cette dimension d'entreprise à mission, on retrouve de la même façon que sur le CSRD ou sur la DPEF, eh bien, cette obligation de venir vérifier que les informations données et que les engagements pris sont conformes à une réalité. Le dernier élément que je voulais évoquer ce jour, c'est effectivement la construction des indicateurs. On l'a vu, hein, je rappelle, hein, les indicateurs ne sont pas l'essentiel de nos déclarations de performance extra-financière, mais bien sûr viennent acter à la fois quand on est entreprise à mission ou acter quand on met en place sa DPEF, et bien viennent acter la réalité des engagements pris et viennent concrétiser, entre guillemets, ou marquer de la réalité de ces engagements. Évidemment, avec une petite règle à se rappeler, hein, que ces engagements d'indicateurs doivent être évidemment spécifiques à chaque entreprise. On n'est pas, et c'est parfois la difficulté effectivement d'avoir une homogénéité sur le plan réglementaire. Ils doivent être mesurables, atteignables, réalistes et puis temporellement définis. On sait bien que les engagements pris ne sont pas forcément des engagements à court terme. L'idée est là aussi, c'est de s'inscrire et d'inscrire aussi les investisseurs sur des engagements à long terme ou au moyen et long terme. En fait. Quelques exemples d'indicateurs, mais dont on a déjà parlé, puisqu'on est évidemment sur les notions environnementales, à la fois sur l'aspect climatique, mais aussi sur l'aspect biodiversité, avec une vraie difficulté d'identifier des indicateurs spécifiques de biodiversité. Les critères sociaux qui sont là plus classiques et plus souvent utilisés, mais nécessaires évidemment à une bonne compréhension des engagements pris par l'entreprise. Et enfin, les critères de gouvernance. Et là, on retrouve ces grands principes dont on parlait tout à l'heure, à la fois de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption, et bien sûr, tous les enjeux qui sont liés à ces engagements forts en matière de réglementation. Quelques métriques aussi imposées par la réglementation. On a parlé tout à l'heure de la taxonomie. Dans la taxonomie, il y a 3 métriques qui sont identifiées. Un premier sur le chiffre d'affaires. Il a été appelé chiffre d'affaires vert, mais vous avez bien compris qu'il était en lien avec les objectifs de la taxonomie. La part des dépenses d'investissement et la part des dépenses d'exploitation. Ces 3 indicateurs étant maintenant étant définis par l'acte délégué, hein, l'article 8 de l'acte délégué qui a été publié en juillet 2021 et qui effectivement sont déjà les premiers piliers entre guillemets de cette démarche de taxonomie. Bon, le bilan carbone aussi, qui évidemment est un élément important en matière de métriques, là aussi obligation hein, pour certaines entreprises, mais au-delà de ça, une volonté pour un certain nombre d'entreprises et de plus en plus d'entreprises d'ailleurs, identifier leurs émissions de gaz à effet de serre et surtout mettre en place des stratégies et mettre en place dans leur stratégie d'entreprise eh bien, une véritable politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour répondre à la fois aux obligations dont on a parlé, mais aussi de s'inscrire ou d'inscrire l'ensemble de leurs collaborateurs et de leurs parties prenantes dans effectivement cette démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a bien sûr en France l'ADEME qui accompagne beaucoup d'entreprises dans cette démarche-là, mais on a aussi des initiatives soit collectives, soit individuelles dans lesquelles s'inscrivent les entreprises. Et enfin, je voulais finir par la comptabilité intégrée, qui est évidemment un sujet éminemment important, qui aujourd'hui n'est pas encore opérationnel. Il y a des études qui sont faites, il y a une volonté aujourd'hui de réformer les éléments comptables et surtout de mettre en place une normalisation de ces données
de comptabilité intégrée, qu'on appelle la comptabilité triple capital, qui viendrait inscrire là aussi durablement dans les comptes de l'entreprise, et bien à la fois ses enjeux sociaux et ses enjeux environnementaux. Mais c'est un débat qui est assez lent à mener et que je ne mènerai pas ce jour. Voilà ce que je pouvais présenter dans le temps qui m'est imparti aujourd'hui, et bien sûr, nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions. Voilà. Margot, avons-nous des questions? Oui, on a plusieurs questions. La première, l'évaluation de la dette écologique des entreprises ne peut-elle pas se faire grâce à une valeur tutélaire? Alors, qui veut répondre à ça? Laurent? Stéphane? Laurent? Moi, je n'ai pas compris la question personnellement. C'est quoi une valeur Attention tutélaire? de bien comprendre le. Oui. Est-ce que la personne peut réécrire sa question, qu'on en passe à une autre et on reviendra sur celle-là? Deuxième question. Alors, une autre question adressée à Monsieur Bazin. Quelle source a-t-on pour démontrer que l'entreprise durable et responsable est plus rentable? C'est intéressant, il y a une étude qui a été faite par la Banque de France à ce sujet-là, alors qui ne touche pas la rentabilité, mais qui touche la pérennité. Est-ce que l'objectif c'est d'être plus rentable ou c'est d'être pérenne? En tout cas, la Banque de France a fait une étude sur un peu plus de 1000 entreprises, il y a de ça quelques années, sur le fondement de la RSE et de se dire, est-ce que les entreprises qui s'engagent durablement sur ces enjeux à la fois sociaux, sociétaux, environnementaux, eh bien, est plus à même de passer les périodes de crise que l'on a connues. Ça serait intéressant de refaire cette étude d'ailleurs, non pas aujourd'hui, mais plutôt demain, pour s'assurer qu'effectivement ces entreprises ont mieux passé le cap des 3 crises qu'on a connues, que ce soit la Covid, la crise de la guerre d'Ukraine et puis évidemment la crise énergétique que l'on vit aujourd'hui. Je pense que voilà, ce sont des outils d'analyse importants, mais qui se font bien sûr sur la durée. Donc aujourd'hui, il n'y a évidemment pas d'éléments précis sur la rentabilité, mais il y a des éléments un peu plus précis sur la pérennité des entreprises. Autre question? Bonjour, la finance verte ou dite éthique est-elle la même chose que la finance durable? Merci. Ça, c'est pour Stéphane. C'est pour moi, ça? Non. Oui, je pense. Non? Alors, oui, alors non, la finance durable, effectivement, tire son origine dans la finance éthique. La finance éthique, normalement, qualifie la finance qui essaye d'aligner des valeurs morales avec des méthodologies financières, typiquement l'exclusion, lorsqu'on exclut les secteurs dits non éthiques ou controversés, c'est-à-dire l'armement, l'alcool, etc. Donc c'est la base financière, notamment des congrégations religieuses qui ont porté cette approche-là. Et la finance durable est quand même plus inclusive, c'est-à-dire que personne n'est pénalisé pour appartenir à un secteur même controversé au sens des valeurs morales, et qu'on essaye dans chaque secteur non seulement de trouver les meilleurs, mais de faire progresser les meilleurs. Voilà. Peut-être en complément de dire, Laurent? oui, peut-être en complément de dire aussi que pour moi, l'un et l'autre doivent remplir les objectifs de développement durable qui sont ceux qui ont été écrits par l'ONU. Et donc, je pense que c'est un peu l'élément fédérateur, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, l'ensemble, par exemple, des associations, des collectivités, des organismes qui se disent durables ou éthiques, eh bien, mesurent effectivement leur engagement par rapport à ces autres DD. Question? Bonjour, les entreprises qui s'engagent dans le net zéro carbone ne devraient-elles pas avoir l'obligation de comptabiliser les coûts futurs de cette transition, y compris sur les engagements liés à la réduction des impacts sur la chaîne de valeur, pour qu'il y ait une cohérence entre les comptes et l'engagement juridique? C'est tout l'enjeu de la comptabilité intégrée. C'est effectivement cet enjeu-là, c'est d'avoir effectivement la mise en évidence des investissements liés à ces conditions, enfin, à ces enjeux de durabilité que sont l'atténuation ou l'adaptation,
à la fois de pouvoir les identifier et de pouvoir identifier les conséquences, donc les impacts relatifs à ces investissements. Et donc de pouvoir les matérialiser dans les comptes de l'entreprise ou des organisations. C'est une bonne question en effet. Laurent a tout à fait raison. La difficulté évidemment que tout ça est prospectif et que la comptabilité est plutôt photographique. Mais s'il y a un poste dans lequel ça serait légitime, ça serait dans tout ce qui concerne les provisions, notamment il y a des provisions pour passifs environnementaux, il pourrait très bien avoir des provisions pour transition environnementale. Oui, c'est juste. C'est un bon sujet de lobbying auprès de nos gouvernants. Oui. Autre question? Les impacts écologiques des entreprises ne sont pas comptabilisés. Serait-il possible, selon vous, de valoriser ces impacts en valeur tutélaire, de type valeur de l'action carbone en ce qui concerne le CO2, et de mettre cette valeur en regard des éléments financiers pour relativiser les bénéfices financiers? Est-ce une approche d'analyste des agences de notation? Alors, ça, c'est la première question qui a été reformulée, si je comprends bien. Exactement. Messieurs, l'un de vous deux peut répondre. Bon, je veux bien donner un élément de réponse. Les valeurs tutélaires du carbone sont plutôt des sujets d'économistes que des sujets pour les financiers. En pratique, la réponse est non. C'est pas un mécanisme de scoring dans les agences de notation qui, dans la partie risque, ne vont prendre en compte qu'un prix effectif du carbone, voire un prix interne du carbone quand il est communiqué par l'entreprise. Donc, des mécanismes de valeur tutélaire et progressive, etc., sont vraiment des mécanismes plutôt utilisés par les économistes. Laurent, tu veux ajouter quelque chose? Non, en fait, je n'ai jamais vu ça dans les indicateurs que l'on identifie. Donc voilà, je confirme tout à fait ce que dit Stéphane par rapport à ça. Très bien. Bon, mais écoutez, messieurs, merci infiniment pour la qualité de vos interventions. Je pense que tout ça a été très complémentaire. Merci à nos auditeurs. Et donc, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle séance adaptation qui, cette fois-ci, Margot, sous votre contrôle, sera consacrée au risque, c'est ça? Tout à fait, oui. Voilà, aux grands risques technologiques et industriels. Voilà, on en a eu une jolie illustration encore il y a 48 heures à Rouen. Allez, à très bientôt et encore très bonne année. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne journée.